Bienvenue dans ce 127e Rendez-vous des Futurs, un format très spécial évidemment puisque réalisé dans des conditions assez particulières, les conditions du grand confinement que nous vivons tous. Toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet, même en faisant ces émissions qui ne sont pas en public au Cube à Issy-les-Moulineaux et qui ne sont pas en direct, fatalement. Merci à Jérémy, à Sylvain, à Jonathan pour les moyens techniques et le système D, toute l'astuce qui a été déployée. C'est parti, tout va bien se passer. Lâchez prise, vous en avez pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre en replay sur les différentes plateformes, en vidéo, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors abonnez-vous, comme disent les jeunes, et puis parlez-en autour de vous, évidemment. Le changement, il faut le partager. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir l'écrivaine Valérie Tonkiong. Bonjour Valérie. Bonjour Éloi, bonjour à toutes et à tous. Alors une question de circonstance, si je peux dire, comment allez-vous et où êtes-vous confiné? Alors, je suis confinée à Paris, chez moi, avec toute ma famille, enfin presque toute ma famille, enfin, on est déjà 6, ce qui n'est pas si mal. Et je vais plutôt bien, même si j'ai été malade ces derniers temps. Et bon, ce virus est difficile à maîtriser, à comprendre. Et donc, je ne sais pas si c'est le Covid, je le saurai peut-être à la sortie, on verra bien. On vous souhaite quelque part de le savoir, d'être un petit peu fixé sur ce dont il s'agit. Oui. Alors, il y a plusieurs manières de présenter un invité. La plus directe, la plus courte, la plus assumée, c'est celle de la mini-bio du compte Twitter, puisque a priori, le compte Twitter, c'est vous qui le faites, et voilà. Oui. Donc, j'y suis allé. Alors, on ne peut plus laconique, cela dit. Écrivaine, dernier roman paru, Les Guerres intérieures, édition Jean-Claude Lattès. Oui. Je me dois quand même de rajouter quelques petites choses pour essayer de faire connaissance un petit peu plus avant. Vous avez travaillé en entreprise un petit peu, vous avez écrit et chanté dans un groupe de rock, vous avez créé la série Munch. Alors on dit Munch, Munch, on dit quoi? C'est possible. Tout est possible. Bon, bah alors je vais dire Munch. Vous avez créé cette série à la télévision. Cette série a été traduite dans une vingtaine de langues. Tout ça, c'était un petit peu trop long à mettre sur une mini bio Twitter, ou c'est un choix? C'est un choix parce qu'il y aurait aussi beaucoup d'autres choses à dire, heureusement d'ailleurs, mais ma vie comme celle de chacun, je pense, est une mosaïque. Mais j'ai choisi d'écrire sur Twitter ce qui me définit peut-être le mieux dans ce que je peux offrir au public, c'est-à-dire mon travail d'écrivaine, mon travail d'auteur. C'est ma colonne vertébrale, c'est autour de ce travail que je me suis vraiment fondée, constituée. Donc, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Et le problème, si je peux parler de problème, c'est que vous êtes en train de réaliser finalement une œuvre au fil des ans. Et donc, on ne peut pas tout mettre dans une mini bio Twitter. Vous avez une douzaine de romans publiés pour l'instant, une douzaine de prix également. Alors, on peut citer comme ça, je ne vais pas tous les citer, mais on peut citer Par amour, L'Atelier des miracles, Providence, Les Guerres intérieures, bien sûr. Les Guerres intérieures, on va particulièrement en parler. C'est un roman que j'ai dévoré récemment et qui m'a aussi un petit peu dévoré, j'ose le dire. C'est un peu le but Si, de ce livre. oui, j'ai bien l'impression que ça vous amusait aussi d'aller chercher le lecteur sur ce qui dérangeait les personnages du roman. À quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, quel serait le livre? Alors, le livre que vous avez écrit ou un autre livre, si vous vouliez qu'il vous connaisse un petit peu mieux. C'est une question qui est très difficile et qui n'a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs réponses. À une personne correspondrait un livre, mais je ne peux pas en mettre un en avant de manière générique. Évidemment, chacun d'entre eux a une histoire très particulière et chacun d'entre eux représente à la fois une étape dans mon chemin d'écriture, mais aussi une facette différente de la réflexion que j'ai entrepris il y a bien longtemps maintenant. Certains ont des caractéristiques très particulières. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec le roman choral, par exemple. C'est un processus narratif qui est assez complexe et qui ne convient pas à tout le monde, mais que d'autres, justement, adorent, puisque c'est un procédé qui donne à voir les vérités et non pas la vérité autour d'un événement ou de personnes. Il y a, par exemple, aussi Par amour, le cas de Par amour, c'est un roman historique qui vraiment que j'ai écrit avec l'idée de laisser un témoignage, de rendre un hommage à une génération. Donc ça, c'est vraiment une facette très particulière de mon travail.
Et puis voilà, donc on pourrait comme ça reprendre chaque roman et puis y voir à la fois dans la forme et dans le fond des particularités, heureusement d'ailleurs, qui correspondraient mieux à l'un ou à l'autre de mes interlocuteurs. Et Oui. d'une manière générale, je dirais que l'ensemble de mon travail se concentre sur l'être humain et évidemment son rapport au monde, à la société, mais l'être humain, le mécanisme la mécanique humaine. Et dans cette mécanique-là, il va y avoir des thèmes qui vont plus ou moins parler à l'un ou à l'autre en fonction de son propre parcours, de ses propres enjeux. On a une question rituelle dans les rendez-vous des futurs, une question que nous avait laissée André Braic. Euh, comment expliqueriez-vous votre métier, le métier de romancière, à un enfant de 7 ans? Oh, un enfant de 7 ans, je crois que je lui dirais que je raconte des histoires qui parlent des gens, des êtres, comme lui, comme tous ceux qui l'entourent, et tous ceux aussi qu'il ne peut pas, qu'il ne connaît pas et qu'il ne rencontrera peut-être jamais autrement qu'à travers les livres. Ouais. Est-ce que vous avez des rencontres, alors peut-être dans l'enfance ou un petit peu plus tard, des rencontres qui ont été des tournants particuliers euh, et des rencontres qui vous ont fait faire ce métier finalement, qui n'est pas neutre ce métier, de Euh, vous livrer comme ça? c'est pas neutre du tout, et ce qui est assez enfin, c'est assez indirect dans mon cas, puisque finalement, je pense que ce sont plutôt des mauvaises rencontres qui m'ont poussé vers ce métier, puisque l'écriture et la lecture aussi d'ailleurs, hein, les deux étant évidemment très liés, mais l'écriture, je l'ai pratiquée très tôt. Je l'ai pratiquée tôt parce que c'était le seul moyen d'expression qui était à ma disposition, enfin dans lequel je pouvais me livrer entièrement. Et si j'éprouvais ce besoin de me livrer, ce besoin de poser sur les papiers des choses qui pesaient ou me débordait probablement, eh bien c'est parce que j'éprouvais des difficultés dans ma vie dès l'enfance. Donc je pense que s'il fallait chercher des personnes, des êtres qui ont déclenché, ça serait plutôt en creux. En revanche, il est vrai aussi que une rencontre a été essentielle dans ma vie d'auteur, c'est celle de l'homme qui est devenu mon mari, puisque c'est lui qui a découvert un jour que j'écrivais. C'était une activité à ce moment-là, pour moi, c'était pas un métier, mais une activité secrète, pas par volonté de mystère, mais simplement parce que c'était quelque chose que je faisais pour moi, sans jamais avoir pensé à la publication, et donc il ne m'était jamais venu à l'esprit de le partager avec qui que ce soit. Cet homme, un jour, a découvert que j'écrivais, m'a demandé de lire, et a été emballé par le texte, m'a poussé jusqu'à ce que j'accepte d'envoyer un éditeur, me disant que ce texte l'avait bouleversé, que il estimait que c'était un texte qui pourrait bouleverser d'autres personnes. J'ai accepté avec difficulté au début, mais j'ai fini par accepter parce que j'ai senti qu'il avait assez d'amour en lui pour ne pas m'envoyer Au casse-pipe, oui. voilà, exactement, et qu'il le pensait sincèrement. Alors, probablement avec beaucoup de subjectivité, mais néanmoins, ça valait peut-être le coup. C'est comme ça que j'ai envoyé mon premier texte, et là, ça a vraiment changé ma vie et mon rapport, bien sûr, à l'écriture, à la publication, puisque quand on écrit pour être lu, évidemment, c'est tout à fait différent de ce que vous pouvez écrire pour vous-même. Il y a un entretien qu'on peut retrouver sur Internet, un entretien sur auteur.tv où je renvoie nos amis internautes évidemment à aller le voir. C'est un entretien où vous vous livrez vraiment, donc on va pas forcément y revenir, mais où vous racontez l'importance des drames dans votre parcours à vous, dans votre jeunesse, et finalement les éléments déclencheurs qui vous ont poussé à vous évader dans la lecture, à vous évader pour vous empêcher de penser. C'est une phrase que vous dites également dans cette interview.
interview vraiment qu'il faut lire pour prolonger notre entretien en gros, parce que ça montre vraiment l'importance de cette double vie à un moment et du culot que vous avez dû avoir pour à un moment passer de cette vie de votre part invisible à la rendre visible. Parce qu'il faut quand même une certaine dose de culot pour aller voir un éditeur et lui dire qu'est-ce que vous en pensez, et puis après entendre les mots et puis se mettre sur le marché, entre guillemets, le marché des romans. C'est pas évident. Oui, non, c'est pas évident, mais à l'époque, je pense que c'était pas vraiment du culot, c'est-à-dire que je l'ai fait parce que j'étais poussée à le faire, hein. Mais je ne l'attendais pas tant que ça. Et aujourd'hui, autour de moi, je suis entourée, enfin, comme certainement vous l'êtes aussi, de gens qui aspirent à être publiés, qui ne rêvent que de ça. Et là, pour eux, je pense que on peut parler peut-être de culot lorsqu'ils envoient leur texte. Mais c'était différent pour moi à l'époque. Je l'ai envoyé sans très bien savoir, sans très bien être sûre de la raison pour laquelle je l'envoyais. Je l'ai envoyé parce que vraiment, j'étais poussée à cela. Et c'est vrai que ce terme que j'ai entendu de ma première éditrice m'a reçu dans son bureau et m'a dit soyez sûr d'une chose, vous êtes un écrivain. On ne disait pas écrivaine à l'époque, on disait écrivain. Là, ça m'a ébranlée et j'ai commencé j'ai pu me retourner et à comprendre, et j'ai pu commencer à comprendre, à regarder en fait la perspective de ce chemin que je parcourais depuis tant d'années, avec un seul repère constant qui était l'écriture, puisque c'était vraiment mon seul rendez-vous constant avec moi-même et avec la vie. Et à ce moment-là, les fameux rituels de l'écrivain, les rituels d'écriture, ont beaucoup changé, j'imagine. J'imagine qu'avant, c'était dans votre sphère totale privée, et c'est devenu petit à petit un boulot. Mais ça s'est pas passé non plus du jour au lendemain. Non, non, pas du tout. J'étais tout à fait consciente qu'il serait très difficile de vivre de ma plume. Donc, ça s'est fait un petit peu progressivement, et malgré tout, il y a eu un déclenchement qui est que dans ma vie professionnelle d'alors, j'ai perdu mon job. Et j'ai été licenciée dans une situation qui n'était pas tout à fait honorable pour l'employeur, et donc avec compensation, un chèque assez important à la clé. Et cet argent-là m'a permis de me poser et de prendre le temps et de terminer le livre que j'avais en cours. C'est quand je repense à ce moment-là, bien sûr, je me dis toujours, enfin, ce qu'on observe chacun d'entre nous, c'est à quoi ça tient en fait, à quoi tiennent les parcours, à quoi tiennent les destins. Quelques temps après, d'ailleurs, j'ai revu cet homme qui m'avait licencié quelques années après, et je suis allée le remercier. Il était assez surpris, mais c'est vrai que ce moment-là qui au moment même du licenciement, j'aime autant vous dire que j'étais très malheureuse, et il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il y avait peut-être là une opportunité, mais ça s'est révélé le début de ma nouvelle vie. Et j'ai pris ce temps, j'ai terminé ce roman qui, lorsqu'il est sorti, a eu un succès très important pour un premier roman, et à partir de là, j'ai compris que je pouvais commencer à me concentrer sur l'écriture. Et en vivre petit à petit. Petit à petit, oui. La période qu'on vit, donc une période de grand confinement, une période d'instabilité, d'angoisse permanente, humainement, vous qui êtes une observatrice de vos contemporains, de manière caricaturale, on pourrait penser que c'est une vraie mine d'or pour vous. Est-ce que je me trompe en disant ça? Alors, oui, bien sûr que c'est très intéressant, parce que c'est une période qui agit un peu comme une loupe et qui révèle les comportements humains, mais des comportements qui, dans le fond, existent depuis toujours. Je pense à la lâcheté, au courage, par exemple, dont on voit vraiment des cas, enfin, on assiste à à des comportements de manière très amplifiée, et c'est très intéressant.
ce qui est assez nouveau dans cette période, pour quelqu'un comme moi, enfin dans ce que j'observe chez moi et chez les autres, hein, puisque je ne suis pas différente des autres, j'ai les mêmes difficultés à affronter l'incertitude. Et l'incertitude est une notion autour de laquelle je travaille beaucoup depuis très longtemps. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, dont vous parliez, Les guerres intérieures, c'est une notion centrale. Mon personnage, un des personnages principaux, dit à un moment donné, le courage, c'est peut-être ça, vivre avec l'incertitude. Et l'écho est énorme actuellement, puisque je remarque que cette incertitude permanente dans laquelle on vit, qui touche absolument tous les domaines auxquels on est confronté, et même les plus sûrs, justement. Et là, je pense à la science, hein, puisque même la science, qui habituellement nous rassure et nous parle d'exactitude, nous parle de faits, etc., même la science est incertaine, même les scientifiques sont incertains, ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Et donc, cette incertitude massive déclenche chez les êtres un tas de peurs et un tas de réactions qui sont effectivement très intéressantes à observer, parfois un peu inquiétantes, mais en tout cas intéressantes. Et je crois que c'est de ce point de vue-là, je pense que ce confinement va être un objet d'intérêt pour moi, c'est plus dans la manière dont il agit comme une loupe, révélant nos faiblesses, révélant nos forces, mais aussi dont il nous soumet de manière massive et puissante à cette notion d'incertitude. Et je crois que ça n'était jamais arrivé, en tout cas de manière aussi collective pour tout le monde. Et quand je dis pour tout le monde, c'est pour le monde entier. Oui, c'est pour la moitié de l'humanité, effectivement. C'est ça qui rend encore plus effarant. C'est ça, parce que le sentiment d'incertitude a déjà été vécu depuis très longtemps. Je parle d'incertitude lourde, massive, une fois encore lourde, a été vécu notamment par tous les gens qui ont traversé des guerres longues, barbares. Alors, bien entendu, on a un exemple chez nous qui nous touche, qui est la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas si vieux, sur laquelle j'ai d'ailleurs travaillé. Mais je suis en ce moment en train de lire un livre. Voilà, c'est le parcours d'une femme qui est la mère de Raqqa, la guerre qu'on a pu observer très récemment en Syrie, en Irak, dans toute cette zone-là. Nous permet d'imaginer que tous ces gens-là ont vécu avec l'incertitude ultime. Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va mourir? De quoi va-t-on vivre? Pourra-t-on se relever, etc. Donc ça a été vécu, ça l'est encore, de manière puissante, dans des zones qui étaient quand même relativement délimitées et sur des temps relativement délimités, sauf que là, on n'a aucune perspective sur les temps à venir, et comme vous le disiez, ça touche la moitié de l'humanité, et peut-être bientôt plus que ça, puisque ça continue à se répandre. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, ouais. Vos enfants, vous leur en parlez de quelle manière de cette période? Alors, ils sont peut-être grands, hein, je ne connais pas forcément les âges, mais... Ouais, mes enfants sont grands, la plus jeune va avoir bientôt 16 ans, et donc la plus âgée a 31 ans, et les deux autres ont 21 et 24 ans. Donc, ils sont tous très adultes, et je pense que ce sont de jeunes adultes, donc ils ont peut-être un avantage sur des gens qui sont de ma génération, c'est que bien sûr, ils ne s'attendaient pas à ça, mais ils sont d'une génération où ils ont appris que tout était mouvant, que peu de choses sont stables, qu'on ne peut plus se projeter dans la vie sur deux rails qui nous mèneraient d'un point A à un point B, qu'il faut raisonner de manière horizontale beaucoup plus que verticale. Et donc, toute cette configuration-là qui est propre aux jeunes, je pense, leur donne d'emblée
des armes plus affûtées pour répondre à cette situation, à ce confinement, à ces exigences nouvelles, même si bien sûr ça pose question aussi beaucoup pour eux, pour leur avenir, la manière dont ils vont pouvoir avancer dans les mois qui viennent. Et puis aussi, ils ont cette extraordinaire maîtrise de la technologie qui, même si on fait beaucoup d'efforts, décroît avec l'âge. Et on voit bien que nos aînés sont Oui, il y a un clivage. beaucoup plus vulnérables. La technologie est un outil extraordinaire pour composer avec le confinement et composer même avec la peur, avec l'isolement, etc. Donc, ces éléments-là font que mes enfants je n'ai pas eu besoin, évidemment, ni de les protéger, ni de les avertir, de les mettre en garde. Au contraire, j'ai cette chance-là de vivre le confinement avec eux et donc on débat ensemble, on échange, on analyse ensemble des informations qui, comme vous le constatez, changent du jour au lendemain et parfois changent de manière radicale. C'est-à-dire que parfois, on a dit quelque chose et puis le lendemain, on entend le contraire. Et donc, tout ça va très vite. Et c'est une grande chance, je pense, pour moi d'être entourée de jeunes de leur âge et donc de pouvoir confronter différents points de vue. Ils sont dans des vies en plus différents, ils ont fait des choix de vie différents. Donc, ça permet un débat très intéressant et ça permet aussi de partager des astuces. C'est une ressource toujours. Hein. Être ensemble est une grande ressource. Ouais, une grande force. Et on vous sent assez optimiste sur leur avenir finalement, parce que certains peuvent aussi dire que la génération qui vient, c'est une génération qui a tout de suite, qui, quand il veut un truc en un clic, il l'a, qui n'a pas forcément beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on sent que c'est une génération qui veut faire les choses différemment. On parle beaucoup de quête de sens par ailleurs, mais en même temps, une génération un peu impatiente. Oui, c'est vrai qu'elle a ce défaut-là, et enfin ce défaut qui lui a été inoculé par le monde dans lequel ils sont nés. Donc, c'est pas, c'est difficile de ne pas être dans l'immédiateté, dans la vitesse lorsqu'on est né avec les outils qu'on leur a mis en main si tôt. Mais je pense que justement leur capacité à comprendre que rien n'est acquis les rend plus forts face à l'incertitude et face à l'avenir. Bien sûr, ils sont inquiets parce que ils sont comme nous, ils ignorent beaucoup ils ne savent pas ce qui va se produire. Ils savent aussi qu'il y a des enjeux considérables dont ils vont devoir s'emparer en tant que génération. Et ça, évidemment, c'est troublant et parfois, j'imagine, un peu écraisant. Mais je trouve qu'il y a une énergie dans la jeunesse. Alors, évidemment, c'est presque un pléonasme, hein, énergie et jeunesse, mais là, dans ce cadre-là, dans cette configuration très particulière, je trouve qu'il y a une énergie qui est très réconfortante et très rassurante pour la suite, malgré tous les murs, tous les obstacles qu'on voit se dresser si on regarde un petit peu plus loin, et Dieu sait qu'on en voit déjà. Ouais. Je reviens à votre travail. Jusqu'où une romancière, la romancière que vous êtes, se sert de sa vie, de son environnement, de ses enfants, de votre vie à vous, quoi, en gros. Jusqu'où vous vous servez de vous comme matière pour alimenter votre bouquin? Ça, c'est sûrement une question qu'on vous a déjà posée 1000 fois, mais 1001 fois. Oui et non.
je me sers en permanence de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, de ce que mon entourage et tous les gens que je croise, avec qui j'échange, vivent. Je me nourris aussi de la démarche d'un homme dans la rue, je me nourris des mots que vont utiliser un groupe de jeunes pour interpeller quelqu'un d'autre. Enfin, je me nourris de tout et je me nourris beaucoup des expériences aussi de mes lecteurs qui viennent les partager avec moi. Et pour ça, vraiment, je fais partie, je crois, des auteurs chanceux qui reçoivent énormément de courriers, de réactions qu'on vient voir aussi beaucoup en librairie ou dans les salons. Donc, je me nourris de toutes ces expériences et je me nourris bien sûr du regard que je porte sur la société, sur le monde qui nous entoure, et de toutes les expériences que je fais, que je pratique au jour le jour. Bon, par exemple, je me rends très régulièrement en prison. Bon, vous pouvez imaginer que ce sont des expériences qui sont très enrichissantes, qui sont très nourrissantes, puisque c'est un partage vraiment intense. Et donc, je me nourris, c'est un ensemble, vraiment. Je ne saurais pas dire. Évidemment, dans certains cas, sur certains sujets, il va y avoir quelque chose que je pourrais isoler. Exemple encore pour les guerres intérieures, cette histoire l'agression m'a été inspirée au départ par quelque chose qui s'est produit dans ma vie, ou plus exactement dans celle de mon fils, que mon fils a été agressé lorsqu'il avait une douzaine d'années dans mon immeuble, et alors qu'il était agressé, un voisin est passé et n'est pas intervenu. Donc ça, par exemple, ça a été le point de départ de ce livre, de la réflexion en tout cas qui a mené à ce livre. Donc là, on peut établir un lien direct avec quelque chose qui a été vécu par moi, et par mon fils et par moi. Mais d'une manière générale, tout ce que j'aborde et chaque trajectoire, chaque personnage est un composite de ce que j'ai pu observer à la fois dans ma propre existence ou celle de ceux qui m'entourent, et dans celle que j'ai pu partager ou dont j'ai pu recevoir le témoignage grâce à ce parcours. Et quand vous êtes au début d'une idée, alors est-ce que vous êtes déjà au début d'une idée, ou est-ce que vous avez finalement une dizaine d'idées en cours qui deviennent ou pas des projets de livres, de scénarios, etc. Est-ce que vous créez l'univers du livre, une sorte de bible des personnages, des décors, un peu comme c'était Umberto Eco qui faisait ça, il créait les personnages, les décors, puis il les faisait évoluer, et puis en gros il prenait note de ce qui se passait. Ça, c'était ce qu'il racontait, bien sûr. Vous avez des manières particulières au tout début? C'est assez variable d'un roman à un autre. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il existe deux grandes espèces d'auteurs, celle des jardiniers et celle des architectes. Celle des jardiniers plantent la graine et puis après on voit ce que ça donne. Et puis les architectes, bien sûr, calibrent absolument tout, donc font des plans extrêmement détaillés. Bon. Dans certains cas, d'ailleurs, c'est absolument indispensable. Les auteurs de polar ne peuvent pas faire autrement. Mais dans le cas d'un livre, d'un roman comme Par amour, par exemple, là aussi, c'était assez indispensable d'aller loin dans l'architecture, parce que quand même, on parlait d'une guerre qui s'étalait sur 4 ans. Donc, il fallait une recherche particulière, vous avez fait quand même. Très grosse recherche, très grosse recherche, puisque mon objectif, et je crois qu'il a été rempli, était d'être vraiment exact sur le plan historique et d'apporter des éléments historiques qui n'avaient pas été dévoilés jusque-là. Donc, il fallait que je puisse être très précise dans la chronologie, dans les événements eux-mêmes, la manière dont les choses s'étaient engagées et développer, et il fallait aussi que je puisse faire intervenir tous ces personnages, puisque c'est un roman choral, et donc ces deux familles, enfin les membres de ces deux familles devaient pouvoir avancer selon avec leur propre chemin, leurs propres enjeux, et donc tout ça devait former une structure narrative
intense, avec du suspense. Bon, c'était compliqué. Je savais que j'allais sur 400-500 pages au départ. Il fallait que ce soit très clair. Donc là, il a fallu faire de l'architecture jusqu'à un certain point, puisque même quand il y a beaucoup d'architecture chez moi, il y a toujours une part de liberté très importante laissée aux personnages, en sachant que, en revanche, ce qui est peut-être commun à tous mes romans, c'est que les personnages sont très travaillés. C'est-à-dire que je n'entre pas dans une histoire sans tout savoir de mes personnages principaux. Des choses que vous ne verrez peut-être jamais que vous lirez peut-être jamais dans le livre, mais moi je sais tous d'eux. Et j'ai besoin de savoir tous d'eux pour qu'ensuite ils agissent de manière parfaitement cohérente, parfaitement juste, et pour que leur parcours, leur discours, leurs engagements soient forts. Donc, je vais entrer dans un livre en sachant où est né mon personnage, quand je dis où il est né, probablement géographiquement, mais surtout évidemment dans quelles conditions, dans quel contexte, dans quel milieu, avec quelle famille, quels ont été ses liens avec ses parents, parfois avec ses grands-parents, quel a été son parcours ensuite scolaire, universitaire ou pas, ou professionnel, etc. Quelles ont été ses difficultés, quelles épreuves il a rencontrées, quels ont été ses enjeux, ses rivalités, etc. Son caractère. En fait, je passe beaucoup de temps à comprendre ce qui constitue cette personne dans les plus petits détails. Et d'ailleurs, quand je suis dans cette phase de travail, j'ai généralement un personnage en tête, je prends assez peu de notes, mais en revanche, je vis avec lui tout le temps, si bien que à tout moment dans la vie, quand un événement ou une situation particulière se produit, eh bien, je me demande qu'est-ce qu'il a pu vivre à ce moment-là, s'il a vécu ça, comment il a réagi, ça va me renvoyer, bon, il y a un conflit avec quelqu'un, mais a-t-il eu des conflits, avec qui, pourquoi, comment est-ce qu'il a agi, comment est-ce qu'il agit dans le conflit, etc. Donc tout ça, bon, évidemment, je pourrais vous en parler longtemps, donc c'est long, c'est une phase assez longue, et je connais tellement bien mes personnages que ensuite, pour revenir au jardinier, à l'architecte, que la graine pousse et se développe seule, ou que l'on soit dans le cadre d'une architecture, à un moment donné, le personnage aura sa liberté d'action, et je pourrais le laisser aller parce qu'il est suffisamment documenté par qui permet. Et donc évidemment à ce moment-là, on peut avoir des surprises parce que parfois le personnage vous amène à orienter, va faire des choix que vous n'aviez pas prévus. Mais ces choix, c'est génial quand même. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est génial, c'est que et bon, assez souvent, c'est quelque chose à quoi je m'attends, puisque la plupart du temps, je n'ai pas exactement la fin des romans, par exemple, la fin des histoires. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est inscrite dans l'ADN de mes personnages, donc je ne vais pas être inquiète, mais je vais attendre et parfois je vais être surprise. Dans le cas des guerres intérieures, bon, assez tard, je pense, on ne sait pas exactement qui va décider de quoi, quels vont être les choix, et moi je ne le savais pas non plus. Oui, on est même un petit peu surpris à la toute fin parce que finalement, on s'est vraiment attaché au personnage et on aimerait évidemment que ça continue et qu'on voit jusqu'où ça va sans dévoiler, sans faire de spoiler, mais bon, c'est quand même assez tendu à la fin. et aussi là pour créer des émotions fortes. C'est ça, c'est ça. Les guerres intérieures, parlons-en particulièrement. Là, il y a vraiment la thématique des secrets, alors qui est une des trames de votre œuvre, en quelque sorte. Mais dans les guerres intérieures, c'est cette responsabilité. Alors, je resitue rapidement et vous m'arrêtez si je me trompe, bien sûr. Le héros s'appelle Pax, enfin, c'est son nom de scène, en gros, c'est un comédien. Il vit dans un appartement et il entend un jour une scène d'une grande violence dans l'appartement d'à côté. Il n'intervient pas. Alors, on se souvient tous peut-être d'être passé à côté d'une scène où on s'est peut-être dit, tiens, là, il se passe quelque chose.
Ça, déjà, ça fait un peu écho, chacun avec son propre vécu. La police l'interroge après dans une enquête de voisinage. Il ment, mais est-ce que c'est un gros mensonge? Ça, pareil, tout est question de proportion. Il ment d'une demi-heure. Il dit qu'il n'était pas là parce qu'il avait un casting, il avait une rencontre très très importante. Euh, Sauf qu'à partir de là démarre un cercle infernal, un cercle qui se passe d'abord dans sa tête et puis après, ça se passe plus seulement dans sa tête. Ça, finalement, c'est ce genre de petits mensonges, de petits accords qu'on se fait avec soi-même. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous travaille particulièrement. Et, et c'est comme si vous pressentiez que finalement, ça nous travaille tous. C'est qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, pendant la Seconde Guerre, par exemple? L'éternelle question. Oui, c'est la lâcheté ordinaire. Ça m'a travaillé, en fait, m'a travaillé très longtemps, puisque enfin, je pense que ça fait partie des questions qui m'ont traversé très tôt, mais cet événement qui est arrivé à mon fils a précipité cette réflexion. Alors, j'ai pas écrit sur le moment, j'ai laissé passer plusieurs années parce que je voulais être sûre d'être débarrassée de toute colère, de tout désir d'utiliser le roman comme une sorte d'outil de vengeance à l'égard de ce voisin qui n'avait pas agi. Je voulais être débarrassée de tout jugement, et je pense que j'ai vraiment bien fait de prendre ce temps-là, parce que c'était l'objectif ensuite pour moi quand j'ai commencé à écrire, vraiment de ne pas être dans le jugement, puisque la première découverte que j'ai faite quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était que nous étions tous lâches. Et donc, moi, la première. Et là, oui, ça m'a interpellée parce que j'ai eu besoin de comprendre ce qui pouvait nous amener à commettre ces lâchetés-là. Et là, je parle vraiment des lâchetés ordinaires qui ont parfois des conséquences extraordinaires, comme c'est le cas de ce personnage d'ailleurs. Mais en tout cas, de lâcheté ordinaire, c'est-à-dire que on n'est pas dans une situation véritablement où on nous demande de nous sacrifier ou d'être héroïque, etc. Non, on est dans notre vie de tous les jours et on fait des choix qui vont nous protéger. Enfin, on va se protéger, on va privilégier nos intérêts, alors que quelque part, on sait que face à une sorte d'échelle de balance du bien et du mal, ce n'est pas juste. On ne devrait pas agir de cette manière, mais on le fait quand même. Il fallait que je comprenne pourquoi on était tous confrontés à ça, et il fallait aussi que je comprenne ce qu'on pouvait en tirer. Parce que ce que j'observe depuis très longtemps dans la mécanique humaine, c'est que c'est un ensemble très complexe, mais vous savez, c'est un peu comme quand on parle de la nature, on dit si on enlève tel nuisible, oui, mais en fait, sauf qu'il n'est pas nuisible, il est essentiel à la chaîne. Il a son rôle, il a son utilité d'une manière ou d'une autre. Et c'est un peu la même chose chez l'être humain, c'est-à-dire qu'on a des bons côtés, on a des mauvais, on a des zones noires, d'ombre, pourquoi pire que ça. Et pourquoi ces zones-là, elles sont essentielles aussi à l'équilibre général, le nôtre, mais celui du monde aussi. Et c'est ça que je voulais observer. Alors, il y avait ce domaine-là, donc j'ai vraiment travaillé sur cette mécanique. Comment est-il possible qu'on commette ces lâchetés-là? Qu'est-ce que ça où est-ce que ça nous amène en fait? Et comment est-ce que ça peut, quel est le pendant? Qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça peut générer de positif chez nous? Pourquoi c'est aussi important? Enfin, quel rôle ça joue dans notre équipe générale? Et puis, j'avais aussi envie, avec ce livre-là, de m'intéresser à cette sorte d'effet de ricochet ou d'aile du papillon autour non seulement des actes, mais des victimes de ces actes. Et j'avais envie de regarder est-ce que c'est vraiment qu'une victime, c'est-à-dire pas seulement une personne, mais une personne et tout son entourage. J'avais envie de voir ça aussi, puisque si on refait un peu le chemin, on va avoir un acte d'une certaine lâcheté qui va entraîner des conséquences. Ces conséquences vont être visibles
Alors, pas forcément pour nous d'ailleurs, parce que la plupart du temps, quand on est un peu lâche, on passe notre chemin et puis on les connaît pas, ces conséquences. Enfin bon, parfois on les connaît. Mon héros va les connaître, hein, puisqu'il va apprendre que le fait qu'il soit pas intervenu, eh bien le résultat, c'est qu'il y a un jeune homme qui est très grièvement blessé. Bon, en tout cas, il y a des conséquences pour une personne et en réalité, eh bien, ça dépasse de très loin cette personne-là. Enfin, ça va toucher beaucoup d'autres gens et donc ça va entraîner des conséquences telles l'aile du papillon qui peuvent aller se répercuter à l'autre bout du monde. Et ça m'intéressait aussi. Oui, que nous sommes tous finalement le fruit d'une série d'impacts permanents, Exactement. positifs ou négatifs. Finalement, est-ce qu'on peut parler de positif ou négatif sans émettre un jugement? Donc, ce sont juste des impacts, quels Oui, qu'ils soient. c'est toujours, bon, on ne peut pas s'empêcher de le faire, c'est très humain de dire c'est positif, c'est négatif. En réalité, on ne devrait jamais le faire puisqu'on n'est absolument pas capable de savoir, en tout cas certainement pas au moment où se produit l'événement, s'il est véritablement positif ou véritablement négatif. D'ailleurs, comme je le racontais tout à l'heure, le jour où j'ai été licenciée, ça a été extrêmement brutal pour moi, c'était en fait un événement très positif. Ouais. Mais sur le moment, je ne l'ai pas raconté comme ça. L'univers du travail, d'ailleurs, est un des thèmes que vous abordez, un peu en filigrane sur les guerres intérieures, mais on parle de la souffrance au travail, du harcèlement également, et puis de la vacuité de certains jobs. Alors ça, c'est un thème qui émerge de plus en plus, et on dit que de plus en plus de gens se posent un peu des questions sur l'utilité réelle de de leur travail. On le voit en ce moment avec le travail à distance. Bon, finalement, beaucoup de jobs sont plus forcément les jobs fondamentaux sur lesquels repose notre société. C'est un thème qui qui vous hante particulièrement, l'univers du travail? En réalité, avec ce livre, j'avais envie d'observer l'impact de l'époque sur nos décisions. Et ce que je voulais observer plus précisément, c'était la manière dont cette époque, parce que justement elle est génératrice d'incertitudes, et pourtant au moment où je l'ai écrit, on ne savait pas à quel point encore elle pouvait l'être, mais parce qu'elle est génératrice d'incertitudes, elle nous met sous pression. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Évidemment dans 10 ans, mais même, j'ai envie de dire, actuellement, dans 6 mois. Ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur de pas savoir, de rester au bord du chemin, en fait, de pas savoir composer avec ces difficultés, de pas s'en sortir, de pas avoir de job, de pas avoir de moyens de vivre, etc. Mais aussi plus intérieurement de pas être à la hauteur, de passer son tour. Enfin, il y a énormément de peurs comme ça qui sont soulevées, et ça, donc, ça nous met sous pression. Et dans cette caractéristique de l'époque qui nous met sous pression, eh bien, il y a cette accélération technologique qui a bouleversé la notion de travail, de métier, et qui effectivement laisse toute une génération dans un immense désarroi parce que on ne sait plus, enfin, on s'est fondé, beaucoup de gens ont fondé 30, 40 ans de leur vie avec une idée d'eux-mêmes qui s'est souvent confondue avec leur vie professionnelle, leur fonction, leur métier. Donc, dans ce livre, on a effectivement l'exemple d'un homme qui travaillait dans une entreprise de déménagement, qui a gravi les échelons pendant des années parce que on a fonctionné comme ça, avec des carrières très verticales. Et puis, les technologies bouleversent tout ça. Enfin, les nouvelles technologies, les process changent complètement, les attentes changent complètement aussi, donc on ne produit plus la même chose, plus de la même façon, et donc ça laisse donc cette génération vraiment dans un état complètement flottant, incapable de se réorganiser, de se réorienter, enfin avec beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas aidés non plus pour ça. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est une caractéristique propre à notre époque. Je pense que je parlais de la génération de mes enfants tout à l'heure. Bon, dans 10 ou 20 ans, ce sera plus du tout le problème parce qu'il n'y aura plus que des gens qui sont
qui n'auront plus été exposés ou depuis trop longtemps pour que ça ait des conséquences à ces façons de faire, de se construire et donc de se construire autour du travail, autour de son travail, de son emploi. Mais là, aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, ça touche un nombre de gens gigantesque, massif. Et avec ce livre, j'avais envie de montrer effectivement cette souffrance qui est occasionnée et les conséquences de cette souffrance. Et vous savez, c'est toujours étonnant de penser que maintenant, la fonction en entreprise de prévention des risques psychosociaux est légale. Enfin, pour les entreprises qui ont un certain nombre d'employés, c'est devenu une obligation légale. Ça date de la vague de suicide, enfin du procès France Télécom après la vague de suicide. Donc je crois que ça date, l'obligation légale date de 2014. 2014. Vous voyez, donc c'est vraiment, là on touche à l'époque. Là on touche, ça veut dire on est vraiment sur un problème qu'on doit régler maintenant et qui a des conséquences très importantes pour énormément de gens. Je ne pouvais pas passer à côté de ça et c'est pour ça qu'effectivement une partie du roman y est consacrée. Par rapport à votre activité, par rapport à votre métier, est-ce que le numérique impacte particulièrement, puisqu'on le voit sur tous les métiers, le numérique a fait parfois exploser les repères. Vous, est-ce que vous vous sentez particulièrement menacé ou est-ce que ça a changé dans votre manière à la fois d'être et votre manière de travailler aussi? Manière de travailler, pas exactement, enfin en tout cas pas dans le fond, mais alors il faut distinguer ce qui concerne le roman et le reste. Bon, et puis le roman du côté de l'auteur et du côté, enfin, sur ce qui concerne sa publication. Le numérique n'a pas tellement, jusqu'à présent, modifié les habitudes, c'est-à-dire que le livre numérique reste encore très discret, alors qu'il y a quelques années, on prédisait que ça allait tout renverser. En fait, non. Bien sûr qu'il y en a de plus en plus, que la plupart des lecteurs aujourd'hui, c'est mon cas d'ailleurs, possèdent une tablette, mais plus pour des raisons d'efficacité, de praticité. Quand on part en vacances, ça permet d'emporter une valise de livres, alors que sans tablette, on ne peut pas emporter une valise de livres. Mais le numérique pour le moment est resté relativement limité de ce point de vue-là. Évidemment, en ce moment, c'est très particulier, en période de confinement. Il reprend ses droits, mais hors confinement, je pense que les lecteurs gardent cette sensation, ce désir de poursuivre cette sensation absolument unique qu'on peut avoir avec l'objet livre et tout ce que permet un objet livre de corner des pages. Bon, je sais que là, je vais choquer certains amoureux des livres, mais corner des pages, souligner des phrases, le prêter, le reprendre, etc., l'oublier quelque part. Bon. Après, dans la manière de travailler, le boom l'explosion de la technologie a constitué une avancée notable sur, par exemple, tout ce qui concerne la recherche documentaire. Aujourd'hui, on peut aller faire, on peut se rendre dans n'importe quel pays du monde pratiquement. On peut même aller sur Mars, puisqu'il y a des caméras sur Mars. Il y a énormément de choses qu'on peut visiter, qu'on peut étudier, observer grâce aux nouvelles technologies. Et on a un accès pratiquement illimité à des fonds, des bibliothèques, le fonds Gallica est absolument extraordinaire. Enfin, donc, c'est un peu une baguette magique, le numérique, pour un auteur. Mais ça, c'est pour la nourriture, pour avancer dans son travail. Après, évidemment, l'écriture, ça tient à autre chose. Et donc, bon, moi, j'écris depuis, j'écris sur un ordinateur depuis toujours pratiquement. Et ça, bon,
Ça s'améliore avec les fonctionnalités qui, au fil des années, mais bon, il n'y a pas de changement. Vous ne vous sentez pas particulièrement menacé par une intelligence artificielle qui un jour pourrait prendre le rôle de l'écrivain? On lui met les personnages, on lui met les décors, et tout. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut créer un certain type de… Je ne sais pas si on peut appeler ça de la littérature. Mais oui, et ça, je pense que c'est déjà presque… C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Donc, maintenant, aujourd'hui, je me sens pas en danger. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, moi, que on est vraiment loin d'une intelligence artificielle qui aurait la profondeur d'analyse et la capacité émotionnelle à ressentir et donc ensuite à retranscrire un certain nombre d'aspects qui regardent vraiment l'être humain au plus profond de ce qu'il a. Ça, je pense qu'on n'y est pas. Maintenant, une intelligence artificielle qui écrit des trames pour des histoires très simples, il y a énormément de livres qui répondent à des recettes. Donc, pourquoi pas? Mais la littérature, c'est aussi la singularité d'une écriture, d'une voix. Et est-ce que l'intelligence artificielle pourra proposer des voix différentes? Ça, c'est difficile à dire aujourd'hui. Mais je m'apprends là-dessus. Ça repose aussi sur l'humain, sur la sensibilité, l'émotion, effectivement. Évidemment. Une machine, un jour, arrivera à tout reproduire. Voilà. Donc, est-ce que la machine peut être capable de proposer des scénarios ou des romans? Je pense qu'elle est déjà capable de le faire pour disons, un certain type de scénario et un certain type de roman. Est-ce qu'elle est capable de produire une voix singulière, celle qui va vous renverser, vous arracher les tripes, et est-ce qu'elle est capable d'aller si profondément dans votre âme? Là, pour le moment, on n'en est pas du tout là, et fort heureusement. Après, je ne sais pas ce que nous réserve le futur là-dessus. Il nous reste assez peu de temps. Juste le temps peut-être d'une question qui émerge pas mal en ce moment, montre l'idée qu'il faut un nouveau récit, qu'il faudrait changer notre imaginaire. Je me souviens de Jean-Pierre Dionnet qui était venu au tout début des Rendez-vous du Futur, en 2011-2012 à peu près, et qui se disait surpris de voir que finalement toutes nos projections en science-fiction, en imaginaire du futur en gros, étaient toutes très dark, très sombres en ce moment, alors qu'il y a encore 30-40 ans, on imaginait tous qu'on aurait des voitures volantes en l'an 2010, l'an 2020, et qu'on vivrait dans une société un peu arc-en-ciel, un peu bisounours. Vous sentez, vous aussi, qu'il est nécessaire de changer peut-être notre regard sur le futur et que du coup, vous avez un rôle particulier? C'est difficile de répondre à une question comme celle-là parce que je pense qu'il est toujours essentiel lorsqu'on veut poser son regard sur l'avenir ou sur une décision à prendre, enfin quel que soit finalement le sujet, il est toujours essentiel de savoir regarder certes le plus lumineux, mais aussi le plus sombre. C'est-à-dire que finalement, ce qui est problématique, c'est quand vous partez d'un point de vue et que vous n'êtes pas capable de décadrer et d'accepter que si vous avez une hypothèse noire, alors vous devez accepter qu'il existe aussi une hypothèse lumineuse. Après, tout ce qui ressemble à des il faut il faut ceci, il faut cela, pour moi, ça convient pas. Ça va contre la création, contre le sens même de mon travail. On pourrait reformuler peut-être en disant que ce qui est aujourd'hui nécessaire,
c'est d'être capable de faire table rase d'un certain nombre de présupposés qu'on avait. Et donc, mais après de dire non, il faut revenir à quelque chose de plus positif ou de plus joyeux, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens. L'important, c'est d'essayer de multiplier les angles, parce que c'est en multipliant les angles qu'on peut améliorer sa compréhension du monde, améliorer son lien au monde. Et ça, par contre, je crois profondément que là, on a encore tous du boulot. Et donc, c'est ça, c'est la réponse, elle est plus dans la multiplicité des points de vue, la multiplicité des regards, ce qui est peut-être une interrogation actuellement, parce qu'effectivement, ça, c'est un des biais des nouvelles technologies, c'est de nous pousser à emprunter toujours les mêmes boulevards, à n'échanger qu'avec les gens qui sont du même avis que nous, et donc ne pas aller voir ailleurs comment ça se passe et ne pas regarder les choses autrement. Bon, ça, c'est peut-être une piste de réflexion. Mais en tout cas, c'est pour moi la réponse, elle est enfin la réponse là, la solution dans l'avenir pour avancer, elle est dans la multiplication des angles. C'est la philosophe Fabienne Brugère qui était venue nous voir il y a quelques mois, qui nous disait qu'elle avait l'impression que on n'était pas forcément dans un climat de dialogue, un climat d'écoute. Elle parlait de la France. On cherchait toujours finalement à se convaincre et c'était très binaire. C'était tu es d'accord avec moi ou alors si t'es pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais du coup on se parle plus. Qu'il n'y a plus justement ce dialogue et qu'il faut arriver à le retrouver. Sauf que ça, c'est le vrai problème. Et la difficulté, effectivement, elle vient à la fois de la langue, parce que pour dialoguer, il faut avoir la même langue, c'est-à-dire qu'il faut mettre les mêmes idées derrière les mêmes mots, et ça paraît évident, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué et difficile qu'il n'y paraît. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir beaucoup au travers de mon expérience en détention. On peut être plusieurs à échanger et en fait ne pas du tout parler la même langue. Et donc, on ne peut pas se comprendre quoi qu'il arrive. Donc, oui, c'est un axe de travail qui est très important, d'essayer de sortir de son camp, de sortir de son camp retranché et d'aller voir, de se déplacer et de se souvenir que peut-être il y a une porte dans mon dos, mais je la vois pas parce que j'ai le dos tourné. Donc, et pour ça, c'est là où ça devient périlleux, c'est qu'il faut de l'apaisement. C'est-à-dire que pour commencer à envisager que non, la sortie n'est pas par la porte, mais elle est par la fenêtre, il faut pouvoir en parler dans la sérénité, dans le calme, mais bon, c'est difficile. Il faut être un peu apaisé. Dont qu'on pourrait avoir longtemps, mais oui, je pense que ça, c'est un vrai souci. Pouvoir se remettre en question tout simplement, accepter qu'il n'y a pas une seule vérité, mais qu'il y en a plusieurs, et que en revanche, si on accepte ça, on peut composer avec ça. Bon, et cette émission touche à sa fin. Alors j'ai évidemment une toute dernière question, c'est une question que tous vos lecteurs se posent. C'est quand le prochain? C'est sur quoi? Ou les prochains? Est-ce qu'il y a une nouvelle série? Enfin bref, c'est quoi vos projets en ce moment? Alors là, je suis en cours d'écriture d'un prochain roman. Bon, je ne donne jamais la thématique à l'avance, donc désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre beaucoup plus là-dessus, et encore moins sur les délais, puisque en toute logique, il devrait paraître courant 2021, mais avec la période qu'on vit actuellement, tout est remis à plat dans le secteur de l'édition comme dans les autres secteurs. Il y a beaucoup d'incertitudes une fois encore, et on ne sait pas très bien ce qui va être maintenu ou pas, ce qui va être programmé ou pas, donc tout ça est très flou pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je travaille en ce moment sur un nouveau roman, sur un nouveau projet qui est un projet un document plus qu'un roman, mais qu'il est malheureusement trop tôt pour vous en dire plus.
Eh bien, moi, il ne me reste qu'à vous remercier, Valérie Tonkyong. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à vous de poursuivre cette formidable aventure dans ces conditions-là. Et on espère pouvoir vous inviter sur d'autres jolis plateaux au Cube, pas très loin de chez vous, ici, les Moulineaux. Ce sera, Yeah. ce sera plus confort. Merci beaucoup au chat Archie, le chat de Jérémy, qui lui a permis de réaliser. Finalement, il est chez lui et là, il voit son maître là depuis un mois. Ça fait très bizarre. Merci à Louis de m'avoir prêté sa chambre pour enregistrer cette émission. Et ensemble, continuons évidemment de partager le changement. Abonnez-vous, évidemment. Et puis, à tout de suite sur les réseaux. Merci.